va parler effectivement de gestion du temps et des priorités. Donc déjà, merci à toutes, merci au collectif Femmes de Santé, bien sûr, de m'inviter, de me laisser ce temps-là. Je vais essayer de respecter vraiment scrupuleusement ces 15 minutes. Et puis à vous d'être présente, de prendre justement sur votre temps pour pouvoir aborder ce sujet qui personnellement m'est assez cher, puisque la gestion du temps et des priorités, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder très tôt dans ma vie professionnelle en tant que chef de projet. Voilà, en pilotant des projets, forcément, on est soucieux d'avoir la meilleure optimisation du temps, la meilleure gestion du temps, puisque comme vous le savez, dans un projet, il y a trois choses, trois piliers en fait de la gestion de projet. C'est la qualité, le budget, donc maintenir une bonne qualité, avoir un bon budget, et puis bien sûr le faire dans les temps impartis qu'on souhaite. Donc c'est vrai que professionnellement, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et puis à titre personnel, ben voilà, quand on a toute cette ribambelle à la fois d'activités et de personnes dans son quotidien, ben c'est important aussi de bien s'organiser. Et c'est vrai que pour moi, voilà, ça a été à la fois une démarche professionnelle et personnelle. Donc je vais essayer de vous la livrer de façon pragmatique avec voilà, des tips, des astuces. J'ai essayé de structurer ça en 5 tips. Donc voilà, Alice, merci Alice ou Margot de me limiter sur le timing si vous sentez que je déborde, parce que pour être tout à fait honnête, l'exercice de parler de ça en 15 minutes, voilà, c'est un petit challenge. Et voilà, et peut-être déjà en introduction se dire que, en tout cas, moi, la vision que je vous propose sur aborder le point, c'est finalement pourquoi est-ce que j'ai envie d'améliorer ma gestion du temps et des priorités. Bah, pourquoi? Bah, c'est tout simplement pour avoir plus de temps pour des choses que j'aime, qui sont importantes pour moi, des choses que j'ai envie de réaliser et voilà, et puis aussi auprès des personnes, passer plus de temps aussi auprès des personnes que j'aime. En tout cas, voilà la vision, moi, que j'ai de ce sujet-là, d'un point de vue professionnel aussi sur les temps, sur les projets, mais également dans la vie personnelle. On voit que sur ce sujet, la frontière, elle n'est pas toujours très, très nette et elle l'est quand même de moins en moins. Des questions aussi avant de démarrer. Ça pose en fait la question, enfin ce sujet-là pose quand même 3 questions. Enfin, je propose en tout cas d'axer sur 3. La première, c'est sur la priorisation. Est-ce que je sais prioriser en fait dans ma vie finalement les sujets, les projets? Est-ce que c'est quelque chose que je sais faire, que je sais, puisque c'est un point qui est assez important, tant sur ma vie pro que ma vie perso. Deuxième question, c'est quelle est la place que prennent les écrans dans ma vie? Voilà, ils sont peut-être l'occasion d'y revenir. Je travaille beaucoup sur les sujets d'hyperconnexion et je pense que c'est un point, en tout cas, même si on n'est pas personnellement trop concerné, qu'il faut vraiment avoir en tête sur ce sujet de gestion du temps parce qu'il va être de plus en plus prégnant. Enfin, il est déjà bien prégnant, mais ça ne s'arrête pas trop. Et enfin, troisième question autour de, voilà, est-ce que je prends le temps de m'accorder du temps pour améliorer ma gestion du temps? Voilà, alors, puisque vous êtes enfin, cette question-là, bah, clairement, vous y répondez. Vous avez, on a prévu de passer une petite demi-heure ensemble et c'est formidable parce qu'en fait, on va voir ensemble, enfin, en tout cas, moi, dans ce que je vais vous partager, très clairement, personnellement, moi, je passe du temps à organiser mon temps professionnel et privé et ça me prend du temps, mais du temps qui me permet d'en gagner beaucoup après. Premier tips, c'est celui, je dirais, de la priorisation. En fait, c'est important. C'est vraiment s'il y avait un tips à prioriser, c'est prioriser. Est-ce qu'on priorise? Comment on priorise? Ça, c'est une question qui est importante puisqu'en fait, c'est un peu la stratégie finalement de notre gestion du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, on va décider de mettre telle action, telle activité, telle partie de notre quotidien finalement avant les autres, hein, puisqu'on ne peut pas tout faire. Donc, à un moment donné, la question de la priorisation se pose. Et ça, c'est pas forcément simple parce qu'à partir du moment où on peut pas tout faire, ben, on doit décider, on doit trancher quand voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir renoncer à certaines, il va falloir peut-être des fois baisser des niveaux d'exigence qu'on peut se donner sur certains sujets pour pouvoir effectivement arriver à faire tout rentrer dans 24 heures, 7 jours, enfin voilà, dans nos vies en fait. Hein. Donc ça, cette question de priorisation, elle est assez clé. Euh, il y a un outil qui est très connu, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, hein, vraiment, je vais vous les livrer et après vraiment
Je pense que certains, vous les connaissez, et ceux que vous ne connaissez pas, vous arriverez assez facilement à les retrouver. Donc, c'est la matrice Eisenhower. Donc, je la présente très, très brièvement. Voilà, pour celles qui connaissent, bah, essayez peut-être de la voir avec un autre regard. Et celles qui ne connaissent pas, bah, je vous inviterai quand même à poursuivre un peu l'explication. Matrice Eisenhower, c'est en fait se dire que Eisenhower disait ce qui est important, c'est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Donc, je pense que c'est assez intéressant parce qu'on a tendance, en fait, dans nos vies, et notamment nos vies de femmes de santé, et j'en ai pas mal l'expérience aussi, tout est urgent et prioritaire, et voilà, et tout est important. Comment on fait? Donc, en fait, non, tout n'est pas urgent et prioritaire. Alors, bien sûr, là, je vais pas être dans le cadre vraiment des situations d'urgence et qu'on connaît bien justement à l'hôpital, hein. Donc, je suis plutôt dans un mode, on va dire, de fonctionnement un peu courant dans nos vies professionnelles et personnelles. Et c'est vraiment se dire, voilà, comment on va pouvoir réguler et mettre dans des cases, parce que matrice Heidenauer, c'est ça. En fait, il y a deux axes. En fait, on trace en fait des courbes, donc, enfin des courbes. Donc, du coup, on a un premier axe qui va être l'axe des ordonnées avec tout ce qui va être sur l'importance, et l'axe des abscisses va être sur, en fonction de ça, ça nous fait quatre blocs, Excuse-moi, ça a coupé. Est-ce que tu peux nous redonner quatre l'axe voire des six. Voilà, ça a coupé. Ah, bien sûr. Alors, abscisse, c'est ce qui est urgent. Merci. Ordonnée, on va faire une croix en fait. Ce qui est le bloc en haut à droite, c'est ce qui est très important et très urgent. Donc ça, en fait, la matrice Eisenhower dit dans ces cas-là, on fait évidemment ce qui est très urgent et très important, on le fait, on n'a pas le temps de mettre en place d'autres actions pour pouvoir déléguer, s'organiser, et c'est important, donc on doit le faire. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête. À gauche, on va avoir du coup quelque chose qui va être moins urgent mais important. Dans ces cas-là, l'idée, c'est de déléguer. En fait, déléguer, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire organiser, ça veut dire qu'on on va pouvoir peut-être faire en sorte que ces actions, ces activités, ces tâches puissent être faites par quelqu'un d'autre que nous. Donc, on n'ose pas forcément le faire, hein. C'est pas évident. La question de la délégation, elle se pose beaucoup donc en situation d'encadrement, en situation de management. Mais c'est vrai que je vous invite vraiment à réfléchir à ça. C'est un point qui est assez intéressant. Dans ce qui va être moins urgent, on va avoir tout à fait en bas à droite un bloc qui pour moi est très important, qui est des choses très importantes, mais par contre qui sont moins urgentes. Alors celles-là, on a tendance à des fois les oublier, puisque peut-être que c'est votre cas, ou en tout cas vous imaginez des personnes qui ont ce fonctionnement-là. Fonctionnement dans l'urgence, c'est-à-dire des personnes qui vont constamment être en réaction à des sujets à traiter, à des activités, c'est-à-dire que finalement, qui ont une perte de contrôle, je vois qu'Alice, tu souris, qui ont tendance à perdre le contrôle, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on enchaîne en fait des réponses à des situations d'urgence. Alors, je te rassure tout de suite, Alice, je pense que ça arrive un peu à tout le monde. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup été en situation des fois d'enquiller finalement les urgences. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai travaillé cette question de gestion du temps, pour pouvoir m'assurer que quand on est comme ça, on passe pas à côté des choses aussi importantes, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des choses importantes? Ben, les choses importantes, on les programme, on les planifie, hein. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment les noter et se dire, bah, à tel horizon, vraiment, je mets ça en place, et voilà comment je vais l'organiser. Alors, dans un contexte professionnel, cette partie-là, elle se réalise bien sûr en équipe, voilà, dans une situation d'encadrement. Et c'est vrai que c'est très intéressant de partager, hein. La dernière case, je l'aime beaucoup dans la matrice Eisenhower, c'est celle qui est avec des tâches peu importantes et pas urgentes. Le symbole que vous trouverez quand vous regarderez comment elle est dessinée, cette matrice, c'est souvent une poubelle. Voilà, donc ça veut dire qu'on met à la poubelle, et c'est bien. Donc, c'est-à-dire qu'il faut oser se dire, c'est pas important, c'est pas urgent, et ben je ne fais pas. Donc, pas évident non plus, mais ça marche, hein, c'est même très efficace. Churchill disait 80% des problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Donc, bon, en pratique, ça paraît beaucoup, hein, 80%. Personnellement et même professionnellement, j'ai utilisé ça dans certaines circonstances, encore une fois, sur des sujets qui n'étaient pas importants, pas urgents. Je dois dire que ça marche, en fait, hein. Il y a un peu ce sujet de se dire, finalement, ce qui n'est pas
problème. Enfin voilà, il n'y a pas forcément de problème. Donc, pas hésiter à le faire, ça c'est un point important. Donc, cette matrice Eisenhower, je vous dis, elle est quand même assez intéressante à participer, à pratiquer. Donc, déjà à titre personnel, alors pas tout le temps. De temps en temps, quand vous avez des situations de charge forte, si vous êtes dans des périodes de votre vie où vous avez des pics de charge, pro, perso, les deux, c'est intéressant de se poser et voilà, vraiment d'objectiver. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Donc, tips 6 1, minutes. prioriser. Waouh! Alors, je vais essayer d'aller très, très vite sur les autres tips. Bon, mais celui, matrice Eisenhower est intéressante. Tips 2, c'est organiser les temps. Donc, en fait, c'est de se dire, c'est très important de pouvoir se dire, on a plein d'activités, plein de choses à faire, mais de les structurer. Donc, ça, c'est vraiment une clé. Je vais vous la livrer très vite là. Merci à Alice de ce rappel. Du coup, j'ai passé trop de temps. Une méthode, du coup, moi, je l'ai appelée comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai conçu avec Equipo, c'est LBC, c'est facile à retenir. Donc, L pour lister, donc on liste les tâches, on liste ce qu'on a à faire. Devenez amis des listes, en fait. Hein. Donc, liste, il y a plein d'outils qui existent, des applis ou même papier. Moi, j'ai souvent des petits blocs-notes. Enfin, voilà, donc vraiment, les listes, c'est très intéressant. Et une liste, on ne met pas 40 trucs. Le principe d'une liste efficace, c'est de mettre que quelque chose, c'est d'être assez restreinte, c'est d'être, vous savez, les objectifs SMART en fait. Il faut vraiment que ce soit réaliste. Donc, on met quelques actions qui sont importantes. Après, le B, c'est pour bloc. On va faire des blocs, en fait. On va regrouper des familles. Par exemple, vous devez répondre à un certain nombre de mails ou envoyer des mails. Vous faites des plages, en fait. Donc, vous allez faire un bloc avec activité mail. Hein. C'est vrai que c'est vraiment important de ne pas répondre en fil continu. On est sollicité en moyenne toutes les 6 minutes pour des mails. Et parfois, dans certains environnements, et notamment en santé, ça peut être des fois plus suivant les métiers. Hein. Très clairement, ça crée des problèmes d'interruption, des problèmes de déconcentration et c'est pas efficace, c'est pas efficient. Donc vraiment faire des blocs. Et la dernière lettre pour C, c'est compartimenter, c'est-à-dire en faire des blocs dans ces journées. Voilà, c'est valable aussi pour la vie personnelle d'une certaine façon. Et donc voilà, et compartimenter. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir, vous savez, des blocs de couleurs, des fois dans des agendas. On peut le faire papier évidemment ou moi j'utilise beaucoup Google Agenda, mais enfin il y a beaucoup d'outils qui existent. Ça c'est vraiment à vous de voir. Bien sûr, quand on organise son temps dans son agenda, il y a un point qui est important, c'est prévoir de la marge, puisqu'en fait, et ça en gestion de projet, on le sait très très bien, il y a des imprévus. Donc, il faut pouvoir anticiper les imprévus. Donc, voilà, on dit généralement 10 à 20% du temps. Donc, concrètement, si vous pensez faire quelque chose, si vous pensez que vous avez besoin de 30 minutes, vous mettez 40-45 minutes. Et puis, vous essayez de libérer du temps libre. Ça, c'est très important d'avoir des plages libres, justement des plages de pause. Avec Equipose, l'idée, c'est de faire des micro-pauses, des pauses de 5 minutes. Elles sont très, très bénéfiques parce qu'elles vont vous permettre de passer d'une activité à une autre. Elles vont vous permettre de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous, sur le moment. Elles vont vous permettre de penser à votre respiration. Elles vont vous permettre de marcher, hein, de vous mobiliser, donc de lutter contre cette sédentarité qui nous fait si mal. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment important. J'essaie d'aller plus vite. Je suis désolée, mais ouais. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Tips 3, chasser les temps inutiles. On gaspille. En fait, on se rend compte qu'on est débordé, mais souvent, en fait, quand on analyse, quand on prend le temps d'analyser, justement, on se rend compte et noter, enfin voilà, prenez le temps d'analyser et noter tout ce que vous faites sur une semaine, par exemple. On perd beaucoup de temps, en fait. On perd beaucoup de temps à des choses inutiles. Et c'est vrai, enfin, inutiles pour soi, en tout cas. Et c'est vraiment important de faire le point là-dessus. Hein. Je vous donne deux exemples. Les réseaux sociaux, en moyenne, un Français passe 1h30 par jour sur les réseaux sociaux. Alors, quand c'est notre métier, évidemment, pas de sujet. Mais si c'est sur une partie très personnelle, on peut s'interroger, a-t-on vraiment besoin de passer 1h30 là-dessus? Voilà, et ça peut être bien plus, évidemment, hein, c'est une moyenne. L'autre point sur lequel aussi on passe beaucoup de temps, c'est les réunions, donc vraiment avoir voilà, un cadre sur des réunions qui est important. Personnellement, je préconise des réunions qui durent jamais 1 heure, plutôt 3/4 d'heure, voire 50 minutes. Et plus on fait, moins on a de temps pour faire les choses, plus on arrivera à l'utiliser sciemment, enfin vraiment bien, puisqu'en fait, si on a beaucoup de temps, et ben en fait, on ne fait pas, et ça emmène à mon mon tips 4 qui est la procrastination, c'est-à-dire en fait, la nature a horreur du vide. C'est pareil pour le temps. Si on se donne un temps qui est un petit peu long des fois pour certaines choses, et ben on va le remplir. Donc en fait, c'est une des causes de la procrastination. C'est pas la seule. Hein. Procrastination, c'est remettre au lendemain. Donc là, du coup, c'est très important en fait de faire attention à ça. Donc il y a un philosophe américain, John Perry, qui a pas mal travaillé sur le sujet. Et en gros, une des recos, c'est de se dire, on commence par faire ce qui est le plus désagréable. Donc vraiment, c'est une astreinte. Hein, c'est voilà, faire ce qui est le plus désagréable. Ça permet de passer à autre chose.
J'ai pas le temps de vous en parler, je vous dis juste le mot, mais vous pourrez aller consulter. Il y a une méthode qui est très performante justement là-dessus, et notamment sur des activités intellectuelles ou quand on a besoin de se concentrer. C'est la méthode Pomodoro. Voilà, je vais passer dessus, mais je vous la donne. Elle est intéressante pour soi, elle est intéressante même aussi pour les jeunes, les étudiants. Enfin voilà, donc ça permet vraiment de faire des séquences de temps de 25 minutes, très focus sur un sujet, et après, bien sûr, de faire une pause. La pause est la récompense et va nous permettre effectivement d'être très engagés dans cette première étape. Il me On reste te la combien de temps, posera peut-être en Alice? question. Ben, en fait, c'est 2 minutes, mais peut-être qu'on te la posera en 5 question, la minutes. C'est Pomodoro, bon. si on a le temps. Hein, voilà, on Super. va faire ça. Ouais, ok, super. Dernier tips, tips 5, du temps pour soi. C'est un objectif hein, quand même de cette gestion du temps et des priorités. C'est aussi un objectif voilà, personnel qu'on peut se donner même. Hein. Alors, on peut le transposer dans la vie professionnelle sur des projets, du temps pour de la qualité sur les projets, du temps pour optimiser le projet. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est mettre en place des routines. Donc, je pense que c'est important aussi de l'avoir en tête. Pour ça, vous savez, je vous ai parlé de la méthode que j'utilise, LBC, de faire des blocs. Et ben, se faire des blocs pour soi. Alors, c'est très compliqué quand on n'a pas l'habitude, parce que ou même quand on est surchargé, parce qu'on n'a pas fait ce travail finalement de décryptage de ces journées, de ce temps et d'organisation. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait, on peut se libérer des blocs pour soi. On peut commencer par 30 minutes dans une semaine. Et puis, si on arrive à se libérer une demi-journée dans une semaine, c'est vraiment très bien. Ça paraît pas simple du tout quand on n'est pas familier avec ces notions, mais vraiment, je vous assure qu'on peut y arriver. Quand je dis une semaine, je suis hors cadre de travail. Hein. Je suis aussi sur des sphères qui peuvent être privées. Après, c'est en fonction des activités, bien évidemment. Un autre point aussi qui va avec dans le temps pour soi, c'est ces micro-pauses en fait. Hein. Elles doivent être pour soi en fait. C'est très important. La micro-pause, ça peut être discuté avec des collègues, c'est très bien, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit une discussion qui est agréable. C'est-à-dire que c'est pas aller voir le collègue pour demander quelque chose. Vous voyez, ça c'est, on sort de l'intérêt et du bénéfice de la micro-pause. Et puis bien sûr, c'est à partir du moment où on s'engage dans cette démarche aussi pour soi, hein, d'améliorer sa gestion du temps parce qu'on sait qu'on va y trouver des bénéfices, et ben c'est aussi à chaque fois qu'on avance, vous savez, c'est les petits pas et c'est se féliciter et c'est vraiment important de s'encourager. Et d'ailleurs, voilà, je vous félicite d'avoir passé ce temps justement là-dessus. Je pense que c'est vraiment important de le faire pour soi, de le faire aussi en situation d'encadrement managérial et même, voilà, avec les organisations. Voilà, je pense que je m'arrêtais là, du coup, Alice, je pense que je suis à peu près dans le timing du coup. Tu es Bon. parfaitement dans le timing et je te remercie. Mesdames, alors, 5 grands piliers hein, que je résume en un mot. D'abord, bien prioriser les enjeux. Ensuite, organiser les temps avec la méthode LBC, lister, faire des blocs et compartimenter la journée. Chasser les temps inutiles. Attention à la procrastination avec la méthode Pomodoro, dont j'espère que tu vas nous toucher 2 mots à un moment si quelqu'un pose la question. Et puis du temps pour soi. Mesdames, avez-vous des questions? Vous avez le droit de parler. Bonjour. Bonjour. Et ben alors je vais poser la question Pomodoro. Merci. Alors, c'est quoi Pomodoro? C'est une technique en fait qui vient d'Italie et je vois dans le chat Margot, merci. Tu as mis donc la tomate parce que Pomodoro c'est tomate en italien et donc en fait ça a été conceptualisé par effectivement l'italien Francesco Cirillo et donc l'idée c'était de se dire comment on peut gagner en efficacité, en concentration donc notamment dans la sphère professionnelle. Bon, en l'occurrence, ça marche très bien sur le perso aussi, mais en tout cas, là vraiment, je vous invite à un usage plutôt à titre professionnel. Donc il y a tout un protocole en fait pour Pomodoro qui a été mis en place. Le protocole est le suivant. On choisit une tâche, une activité à faire. Alors, il y a quand même des critères. Les critères, c'est il faut que ce soit une tâche qu'on puisse faire en autonomie. Et puis, il faut que ce soit une tâche sur laquelle on puisse ne pas être dérangé. Alors, ne pas être dérangé, il n'est pas neutre. Ça veut dire que très clairement, il va falloir à un moment donné, soit que tout le monde sache qu'on fait une séquence Pomodoro, ou soit s'isoler. Enfin voilà, ça nécessite quand même ces conditions-là. Une fois qu'elles sont en place, en fait, on va lancer, et qu'on a défini la tâche, on va lancer un minuteur, donc pendant 25 minutes. Et l'objectif est vraiment pendant ces 25 minutes d'être totalement
focus sur ce sujet. C'est-à-dire que vraiment, c'est un vrai objectif de concentration. C'est extrêmement efficace. Alors, ça ne marche pas du premier coup, c'est-à-dire que comme beaucoup de méthodes et d'outils, souvent, c'est intéressant de le faire plusieurs fois. Le truc très important pour Pomodoro, c'est pas que les 25 minutes, c'est la pause après. C'est-à-dire qu'après, on met une pause de 5 minutes. Alors, c'est vrai que nous, avec Equipose, on a beaucoup travaillé sur ces pauses, justement. Ce que je vous ai dit, hein, des pauses plutôt déconnectées, plutôt des pauses actives mobiles, des pauses pour soi, des pauses positives, mais une vraie pause, hein. Alors, ça peut éventuellement aller lire un article, mais il faut que ça soit, vous voyez, pas qu'il n'y ait pas de pression avec. C'est vraiment une vraie pause. Et Pomodoro, ce sont des cycles, donc 25 minutes complètement focus sur le sujet, 5 minutes de pause, et ça, on le fait en fait 4 fois. Au bout de 4 cycles, on fait une pause qui est plus longue, qui est de 20 minutes. C'est très utile pour vous professionnellement, très utile pour les étudiants, j'en parle, hein, pour celles et ceux qui ont des étudiants dans leur entourage, et les enfants aussi. Les enfants, petits tips, c'est très utile pour la gestion des écrans pour les enfants. Personnellement, j'ai énormément utilisé et c'est un outil formidable. J'en ai un sous la main, donc en fait, c'est très pratique. Vous savez, c'est un timer et en fait, le truc qui est pas mal, c'est que ça permet de décompter le temps. Donc, pour notamment des enfants un petit peu jeunes, vous voyez. Voilà. Et ben en fait, c'est très intéressant parce que ça permet voilà, de visualiser ce temps qui est difficilement compréhensible pour des plus jeunes. Mais en tout cas, dans une activité intense qui demande de la réflexion, de la concentration, Pomodoro est très efficace. Personnellement, je n'utilise pas le protocole complet. Je ne le recommande pas beaucoup d'ailleurs. Enfin, c'est bien si on peut, mais ne serait-ce qu'une séquence ou deux, c'est très bien. Très bien. D'ailleurs, j'ai préparé ce tips sur une séquence pour Pomodoro. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus en complément ou d'autres. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'ai une question peut-être sur les pauses. Combien de pauses par jour, hein, les petites pauses? Ouais, c'est vraiment une bonne question, Alice. En fait, il n'y a pas vraiment de. Alors, la reco, c'est clairement toutes les heures. C'est-à-dire que la reco, c'est vraiment physiologiquement parlant, on a besoin déjà de bouger, de se déplacer, voilà, de lutter contre cette sédentarité. Donc, on va dire que c'est 5 minutes. Alors, certains disent toutes les 30 minutes, 5 minutes toutes les heures. Il y a un peu débat. On va dire que 5 minutes par heure, c'est déjà bien. Donc vraiment, faire 5 minutes par heure, c'est bien. C'est pour ça que dans le cadre de réunions, moi, je déconseille très fortement les réunions qui durent 1 heure. Et il y en a beaucoup. Et souvent, quand on les enchaîne, notamment en télétravail, c'est quelque chose de délétère, puisqu'on est forcément en retard d'une réunion à l'autre, puisque l'organisme a besoin, physiologiquement, on a besoin de faire cette pause et on a besoin, voilà, de respirer. Donc, on va dire, pour répondre plus directement à ta question, le plus possible, Alice, et idéalement toutes les heures. Voilà, idéalement toutes les heures, 5 minutes. D'autres questions, mesdames? Bonjour. Merci beaucoup pour ces rappels super utiles. Juste une petite question, je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris la différence entre le concept du bloc et le concept de compartimenter. Si vous pouvez juste revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai été un peu vite là-dessus, hein. Donc, la méthode LBC que je préconise, bon, c'est pour se rappeler, hein. En fait, c'est une synthèse de beaucoup de méthodes qui existent. Le L, c'est on va lister vraiment les tâches, on n'en prend pas trop, hein, je vous rappelle, hein, vraiment, faites pas une liste à la Prévert, hein. Dans ces cas-là, vous le répartirez sur d'autres fois. Après, on va rassembler en fait par famille de tâches, par famille d'activités, des choses qui vont bien ensemble. Alors, je ne connais pas vos métiers, donc vraiment, enfin voilà, précisément, chacun peut les mettre ensemble. Mais l'idée, ça va être effectivement de faire des blocs, donc un bloc d'activités. Vous voyez, donc par exemple, moi, je vais vous donner des exemples qui me concernent aujourd'hui, hein, donc des blocs réunions, des blocs, je sais pas, réseau, des blocs communication, des blocs projet, des blocs mission. Vous voyez, bon, voilà, ce genre de blocs. Et l'idée après, c'est qu'on va pouvoir les compartimenter, c'est-à-dire qu'on va les agencer les uns à la suite des autres. Vous voyez, en fait, c'est l'idée du train, quoi, avec vraiment des wagons. On a un wagon qui va être un wagon avec tout ce qui va être la messagerie, un wagon qui va être le temps de réunion, un wagon qui va être le temps de... Alors après, évidemment, dans les métiers santé, temps de présence justement auprès des patients. Enfin, vous voyez, on va compartimenter en fait nos différentes activités, donc en fonction bien sûr de nos métiers. Et ça, le compartiment est très intéressant. Je vais aller plus loin. Il est intéressant de le faire en intégrant, en tant que femme surtout, mais pas que, la partie perso. Parce que ça vous permet, en fait, dans vos journées,
peu longue des fois, d'avoir des temps, enfin voilà, de caler notamment des temps, des compartiments pro et des compartiments perso. Moi, c'est vraiment ce que je recommande et que je fais. C'est-à-dire que sur mes semaines, quand j'ai des choses perso à faire, et ben j'en fais un compartiment en fait. Et j'essaie de faire en sorte de ne pas être du tout dérangée quand je suis dans un wagon pro et inversement quand je suis dans mon wagon perso, de pas du tout être dérangée. Je dis j'essaie, hein, parce que bien évidemment, voilà, des fois il y a des situations un peu compliquées, mais c'est ça. Ça répond à votre question? Oui, oui, très clair. Merci beaucoup. Et ça me fait penser aussi un peu ce que vous dites que moi, cette année, je me suis mis comme... J'ai vachement bloqué des choses dans mon agenda parce que dans les sociétés, enfin moi, je suis cadre dans une entreprise et on a tous des agendas partagés. Et en fait, c'est à la fois génial parce qu'on gagne du temps pour mettre des meetings et en même temps un immense piège parce que dès que vous avez une heure de vide dans votre agenda, les gens, ils vous mettent un meeting du jour pour le lendemain sans même vous expliquer pourquoi ils veulent vous parler. Et ça a vraiment le don de m'énerver. Donc du coup, je leur dis non, c'est pas prioritaire, pas urgent, donc semaine prochaine. Ça, j'ai commencé à beaucoup le faire. Et deux, je me suis mis tous les jours sur le déjeuner. Bah, j'ai bloqué, il y a écrit déjeuner. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont apparus. Le mercredi matin, je me suis mis pas de réunion. Et je remarque que les gens, du coup, respectent quand même pas mal ces blocs. Et ça permet beaucoup d'alléger les agendas. Donc voilà, c'est assez chouette. Donc comme ça, je partage aussi C'est mon petit super. tips. C'est vraiment super, c'est super recommandé et vous avez raison, ça fait un effet d'entraînement après sur les autres. Mais c'est même important de le faire. Et si je ne l'ai pas dit, c'est important. Essayez de vous bloquer au maximum des temps. Alors, faut pas que l'agenda soit complètement bloqué, c'est compliqué. Mais vous savez, c'est comme dans les agendas, donc peut-être parmi vous, il y en a, enfin voilà, de médecins, enfin voilà, on a des plages en fait hein, qu'on libère. Alors, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Faites-vous des plages d'urgence en fait, parce qu'on a tous dans notre quotidien des trucs un peu urgents. Donc voilà, ces petits temps, donc 15-30 minutes, hein, c'est pas la peine de faire 2 heures. 15-30 minutes, parce il y aura de toute façon dans votre journée un imprévu. Et ces pauses, ces plages pour vous, c'est très utile, hein. Merci de cette intervention, c'est vraiment important. Et alors, quand on peut le mettre en place en équipe, c'est encore mieux. Moi, j'ai une Parce que c'est vrai question. que c'est bien. J'ai une question sur cette organisation. Alors, je m'auto-fichais de moi avec le fait de speeder sur plein de choses d'urgence, etc. Mais c'est vrai que quand on est dans un schéma comme ça de planification, ça laisse pas du tout de champ à l'impro. C'est-à-dire qu'on doit avoir une impro dans un temps donné. Et quand on est quand même, il y a des moments où on a le truc, on sent, il faut qu'on le couche sur le papier, etc. Il y a des gens qui fonctionnent beaucoup en spontané. Comment on fait quand on est dans la spontanéité, dans notre mode de fonctionnement? Voilà, moi je fais partie de ces. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis une maman. Eh ben, moi, programmer les plats et la bouffe à l'avance, c'est juste, j'ai fait mon deuil. Depuis que j'ai fait mon deuil, d'ailleurs, j'ai beaucoup moins de pression, ça va beaucoup mieux. Mais les enfants bouffent pas mieux, mais ils bouffent pas moins bien. Et voilà. Comment tu fais quand tu es spontané pour rentrer dans un schéma comme ça sans te sentir enfermé? Ouais, c'est une super bonne question, Alice. Merci. Je suis un peu comme toi, en fait, hein. Donc, en fait, pourquoi enfin, je suis comme toi? C'est-à-dire que moi, justement, je mets en place beaucoup d'organisation. J'y passe du temps, hein, pour pouvoir avoir tous ces temps-là. Hein. C'est-à-dire que, en fait, d'organiser, alors pas tout, du coup, pas tout, attention dans mon agenda, enfin, je ne montrerai pas, mais du coup, il y a des moments justement pas calés, hein, exprès, pour, justement, parce que je sais que j'ai ces zones de liberté, en fait, hein, voilà. Pareil pour la vie perso, et voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de venir, c'est pour ça que la pratique Pomodoro, moi, je vous dis avec modération, hein, elle est très efficace, très performante. Les étudiants, d'ailleurs, réussissent beaucoup, hein, ceux qui l'utilisent, mais attention, hein, faut pas vivre avec que des Pomodoro, enfin, je pense que là, c'est vite un enfer. Donc voilà, peut-être c'est une question de degré, Alice, c'est-à-dire vraiment prendre dans ce que je viens d'exposer, et puis il y a plein d'autres méthodes, ce qui peut être pas mal. En tout cas, et se dire aussi que finalement, toutes ces méthodes, tous ces rituels, hein, c'est des choses qui vont aider. Parce qu'en fait, on va gagner du temps au final. Enfin, on va pas en perdre, plus exactement. Et donc, du coup, ça va nous permettre justement d'avoir plus de temps pour tout le reste. Moi, ça fait beaucoup, ça a fait, mais ce point-là, juste une petite anecdote personnelle, mais ça a souvent fait sourire à mon mari puisque je passe, ça peut paraître fou, hein, je passe à peu près 1 heure et demie chaque week-end à organiser ma semaine suivante.
Donc Oui, voilà, mais d'accord. c'est devenu un plaisir. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout de souci avec ça, hein. Je me fais un thé, je suis tranquille, hein. Mais voilà. Et honnêtement, ça me fait gagner ma semaine très très bien. Ça permet de réduire voilà tout le stress, toute l'anxiété qu'on peut avoir parce qu'il y a plein de choses à faire, etc. Ça permet voilà de bien caler les choses. Donc voilà. Après, enfin c'est quelque chose qui m'est personnel, mais on peut très bien faire juste un quart d'heure, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le dernier tip que je disais, quoi. Son propre rituel, quoi. Voir pour soi qu'est-ce qui est pas mal finalement de caler. Mais vous savez, c'est comme, enfin voilà, quand on part, enfin pour les vacances, hein, il y a ceux qui vont tout programmer et puis ceux qui veulent absolument rien programmer. Voilà, donc en fait, c'est juste se dire que bah, quand on veut absolument rien programmer, etc., et qu'on pourra peut-être pas faire tout ce qu'on avait voulu faire. On fera autre chose. Voilà, et donc, et inversement, quand on a tout programmé, ben, ça laisse pas cette place-là. Donc, franchement, là-dessus, c'est une vraie bonne question et je dirais, c'est à soi de voir jusqu'où on va avec quelle méthode, voire pas. Alors, il y a encore plein de questions, notamment sur le comment dire non et comment faire un tip sur comment dire non. J'ai la personne pour ça et c'est une femme de santé ou toi aussi, hein, si tu veux. Effectivement, dire non est un point compliqué pour beaucoup d'entre nous, sans remarque genrée, mais c'est vrai que on peut dire c'est un peu comme le syndrome de l'imposteur, on a du mal à dire non. C'est un vrai point. Moi, là-dessus, comment je l'ai traité? Ben, en fait, c'est à partir du moment où je me suis dit qu'en me disant non, je disais oui. En fait, en disant non, on dit oui, parce qu'en fait, on dit oui à faire les choses bien, pas faire tout et n'importe quoi. On dit oui pour finalement se dire, eh ben, on va, vous savez, vous vous rappelez dans Matrix Eisenhower, la case en bas à gauche qui est sur poubelle. Donc, bah, ça peut dire aussi non à des choses qui sont inutiles, pas intéressantes et pas prioritaires. Donc, en fait, finalement, à partir du moment où on transforme ce peur de dire non en oui, c'est quelque chose qui est finalement bien et qui est bien pour moi et bien pour les autres finalement et les projets et la vie, ça change beaucoup les choses. Et je vous encourage à penser oui quand vous dites non. Oui, Enfin, dans ce contexte-là. Je rebondis aussi parce que j'ai été coachée pour apprendre à dire non. Et moi, j'ai ma méthode qui est est-ce que j'ai envie de dire oui? Est-ce que je suis légitime, la bonne personne pour faire la chose qu'on demande? Voilà. Est-ce qu'on me le demande? Parce que parfois, on y va, on ne nous l'a rien demandé. Et est-ce que je sais faire? Si à l'une de ces 4 questions, la réponse est non, et sans aucune culpabilité, y compris l'envie, alors je m'autorise à dire non. Mais ça, c'est seulement depuis 2 ans. C'est super, Alice. À vous de vous poser vos questions. Mais voilà, moi, c'est ma méthode à moi. Bonjour, est-ce qu'Alice, vous pourriez répéter vos 4... Ouais. Est-ce que j'en ai envie de répondre oui? Est-ce que je suis légitime? C'est-à-dire, est-ce que je peux porter cette chose-là? Est-ce que je sais faire? Donc, ça rejoint ce que tu dis, bien travailler ou pas. Et le dernier, c'était quoi? Est-ce qu'on me le demande? Parce que parfois, on y va, on ne nous a rien demandé, hein. Le côté je vais aider, je vais aider, je vais aider. Ben non, en fait, on ne te le demande pas. Donc, reste là où tu dois être. Ce qui amène d'ailleurs à oser demander de l'autre côté, du coup. Parce qu'on se rend compte que si on ne demande pas, ben, on n'a pas d'aide, mais il faut le demander, l'aide, quand on en a besoin. C'est ça. Et vous savez, bah, rebondir sur la Matrix Eisenhower, ça correspond à la case en haut à gauche, en fait, hein, donc des choses importantes, mais finalement, pas forcément urgence et qu'on va pouvoir voilà, déléguer, pas prendre et pas se charger, hein. Donc, c'est très, très important, ça. C'est aussi, après, effectivement, la perception de ce qu'on a à faire. Et en fait, dans la gestion du temps et des priorités, c'est concilier des exigences par rapport justement à nos priorités, enfin, ce qui est vraiment important, là où on va mettre la valeur, et vraiment baisser, mais baisser assez significativement l'exigence qu'on peut mettre dans des choses qui sont moins importantes, quoi. Donc, c'est vraiment clé tout ça. Tout à fait. Et surtout aussi, il y a une autre dimension que j'ai rajoutée il n'y a pas longtemps, est-ce que j'en ai le temps? Ce qui rejoint, Cécile, ce que tu viens de nous expliquer. Ouais, bien sûr. Bien sûr. J'ai vu dans le chat, est-ce qu'on peut mettre à plus tard? Alors moi, j'aurais tendance à dire non, hein. Non, c'est dire non. Dire non, je ne prends pas parce que non, je ferai plus tard. Le problème, c'est que le plus tard risque de beaucoup s'accumuler. Vous voyez? Alors,
Voilà, je dirais de façon tendancielle, hein, éviter de dire plus tard, hein, parce qu'en plus, ça va amener à, voilà, justement à cette procrastination qui est apparemment très française, puisqu'on serait les champions de la procrastination. Donc voilà, ça n'a pas que du mauvais, parce qu'on a besoin sur des tâches complexes, difficiles et nouvelles de prendre du temps. Donc le cerveau humain a besoin de ce temps-là, mais c'est vrai que sur des tâches un peu plus courantes, voilà, il faut vraiment les faire, pas trop procrastiner, quoi, quand elles sont importantes. Ce qui m'amène à une demande que beaucoup de femmes de santé et non de santé nous demandent, c'est-à-dire veulent nous présenter leurs projets, leurs initiatives en santé, nous dire ce qu'elles font, etc. Ce qu'on adore, hein, c'est la genèse du collectif et c'est la genèse d'Ashkind. Et en fait, on n'avait pas le temps du tout. Et donc, on ne savait pas quoi répondre à toutes les sollicitations. On se retrouvait comme deux ronds de flanc avec Marou en disant mais qu'est-ce qu'on répond? On ne sait pas quoi répondre, etc. Donc, on ne répondait pas. Donc, c'est pire que tout. Et en fait, on a trouvé une solution ce matin. On va organiser une permanence avec des réunions courtes. J'adore parce que je suis hyper contente, c'est la bonne décision. Ils sont hyper courtes, qui vont faire juste 20 minutes avec la personne qui va venir nous raconter ce qu'elle veut et ce qu'elle attend de nous pour qu'on puisse rencontrer un peu plus de monde et voir comment on avance dans le collectif et comment on peut faire les choses, sachant qu'on ne fait absolument pas des miracles, qu'on fait juste ce qu'on peut avec nos petites mains et notre petit cerveau. Voilà, donc ça c'est la nouvelle, on le met en place bientôt, il faut nous laisser le temps de le mettre en place. Important, pas urgent, mais donc on le fait. Voilà, pour votre info, vous pourrez passer le message, on va organiser une plage horaire définie et prise de rendez-vous possible spontanée par les femmes avec un système digital qui s'appelle, je ne sais pas, Calendly ou un truc comme ça, on va voir. Et nous, on fera une permanence pour écouter et voir ce qu'on peut faire ou pas faire. Et répondre non, parfois. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou poser une dernière question? On est en retard, mais c'est pas grave, c'était tellement important pour nous dans notre vie. Peut-être juste partager une initiative récente que j'ai prise. Moi, c'est que je n'ai plus 2 agendas. J'ai un agenda professionnel dans lequel j'impose les rendez-vous perso que je considère importants. Donc, je ne jongle pas avec 2 agendas, ce que j'ai fait longtemps. Et en fait, en termes d'organisation, ça me facilite beaucoup la vie. Évidemment, je ne mets pas tous les détails, mais les choses qui sont cruciales, je les mets dans mon agenda professionnel. Voilà. Oui, enfin, je trouve ça très très bien. Personnellement, je le fais aussi. Et comme vous, j'ai utilisé longtemps 2 agendas, voire 3, Ouais. avec la famille. Et aujourd'hui, j'en ai un. Et en fait, c'est assez facile. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'outils qui permettent finalement d'avoir des choses masquées, affichées, enfin voilà, de s'y retrouver. Et c'est Exactement. vraiment pratique. Et après, il y a l'agenda papier, hein. Il y a vraiment des personnes qui n'aiment pas du tout noter enfin voilà, les choses. Et ça marche aussi bien. Donc, mais je partage votre tips, hein. Je pense que c'est vraiment bien de le faire un seul. Écoutez, je note pour apprendre à dire non. Très bon tips. Et merci à toutes d'avoir assisté à ce tips. Cécile, merci beaucoup. Il y a plein de femmes de santé qui ont des parcours incroyables et atypiques. Tu es l'une d'entre elles. Et nous, c'était une rencontre aussi. Je m'en souviens très bien, il y a 2 ans et demi. Merci pour cette rencontre. Merci, mesdames, de vous être loguées. N'oubliez pas, le 8 mars et puis le 24 mai, nos 2 événements. Les tips toujours. Le café gourmand, on est en train de voir si on peut en faire un le 17 février, mais c'est un peu compliqué. On essaye d'avancer. Et surtout, ce qui m'importe, c'est de finir les travaux des États généraux par la création de quelque chose qui pourrait toutes nous fédérer autour d'un sujet commun. Et puis peut-être qu'après, on changera de sujet et qu'on ira se fédérer sur un autre sujet de santé. En attendant, on avance. Merci, mesdames, et merci d'être avec nous.